Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'ai le plaisir d'accueillir sur la chaîne La Vérité en Marche aujourd'hui un médecin urgentiste de Montpellier, monsieur, ou plutôt docteur Denis Agré. Bonjour Denis. Bonsoir. Voilà. Alors, j'ai décidé d'inviter le docteur Denis Agré. Vous le connaissez déjà un petit peu dans les sphères de la réinformation par rapport à cette crise. Il s'est fait connaître justement parce qu'il contestait la politique sanitaire actuelle. On ne va pas tellement parler de cette politique puisque c'est un sujet un petit peu tabou et que si on essaie d'avoir un avis divergent de la doxa dominante, on est vite banni, shadow banning, on est vite censuré. L'objectif, c'est pas ça. On voudrait plutôt essayer d'aborder le sujet de la santé et essentiellement le sujet de l'avenir finalement de la médecine et de la santé avec Denis, qui, comme vous le savez, a été licencié de son activité parce qu'il avait une position honnête en fonction de ce traitement qu'on va qualifier comme ça. Et finalement, bon, ben, voilà, son hôpital n'a pas supporté sa position, ce qui a conduit donc à un licenciement. Mais il fait preuve de rebond. Il va vous présenter une autre activité dans laquelle il se lance. Et en même temps, on voudrait aborder ensemble donc cette notion de santé qui est davantage liée, je dirais, à une forme de santé plus spirituelle, plus psychique et moins matérialiste, moins allopathique, moins chimique, comme on a l'habitude d'entendre. Je vais laisser parler Denis pour qu'il fasse une petite présentation sommaire pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Et on va présenter son site. Et en même temps, enfin, pas toutes les médecines, mais on va essayer d'être à peu près exhaustif sur un certain nombre de médecines qui vont vous permettre de vous sentir mieux en cette période et dans l'avenir. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, Denis, revenir voilà, Ouais, bien sur ton sûr. parcours? Et donc, Denis Agré, donc moi j'ai fait mes études de médecine à Montpellier. J'ai commencé en 1993, tu vois, ça remonte à il y a longtemps. Ouais. Je dis un peu, mais c'est pas glorieux, mais en tout cas, j'ai fini troisième en première année de médecine. C'est juste que ça permet de montrer que je suis pas plus bête que les grands professeurs universitaires qui se targuent de leur diplôme. Et puis après, j'ai passé mon internat de spécialité en 2001 à Montpellier et j'étais reçu à l'internat de santé publique. Donc j'étais millième sur 5000, donc en gros, ça fait 20e sur 100, tu vois. Donc je ne D'accord. suis pas non plus dans les cancres de la médecine. C'est pour ça que je le dis, pour que les gens aient de vagues notions. Après, mais donc, moi, j'ai fait santé publique. C'est une spécialité qui n'est pas très connue, mais qui l'est énormément depuis 2 ans. C'est ça. Alors, la santé publique, c'est des études passionnantes. C'est de l'épidémiologie, c'est de la recherche clinique, mais c'est aussi de l'économie de la santé, c'est de l'éducation pour la santé, c'est aussi de la sociologie. Donc moi, ça m'a appris tout ça. Et c'est une énorme clé de lecture que j'ai aujourd'hui pour avoir une parole légitime. Et c'est pour ça que je les dérange énormément. Et l'autre aspect, c'est que j'ai un métier de clinicien. J'ai fait 3 ans de médecine générale en tant qu'interne de médecine générale à Perpignan de 2003 à 2006. Et j'ai fait de la médecine d'urgence pendant quasiment 15 ans. Donc, si tu veux, j'ai le double aspect, la double casquette, comme on dit, et ça les gêne énormément d'avoir un mec, parce que, si tu veux, en fait, dans les années 2000, c'est devenu extrêmement compliqué d'avoir plusieurs spécialités en médecine, alors que Mhm. dans les années 80, les médecins arrivaient à avoir des CES, des certificats d'études cliniques, spécialisés plus facilement. Tu pouvais être chirurgien et médecin interniste et pourquoi pas pharmacien, tu vois. Mais D'accord. maintenant, c'est quasiment, c'est la croix à la bannière. Il Donc, cloisonne, en fait. Il cloisonne voilà, vraiment pour voilà. éviter. Histoire que c'est pas trop de choses dans ton cerveau. Ouais. Et donc, voilà, après, donc moi, j'ai bossé jusqu'en 2008, notamment 10 ans aux urgences de Gap. Et puis aussi, en plus des urgences, moi j'avais un métier du fait de ma spécialité de santé publique, puisque j'étais praticien hospitalier en santé publique. J'ai passé la spécialité, donc j'ai été reçu au concours de praticien hospitalier en santé publique. Et j'exerçais comme médecin DIM. Alors, c'est pas comme les caleçons, c'est c'est le département d'information médicale. Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est en fait dans tous les services publics et privés, tous les hôpitaux publics et privés de France, depuis 2008, on a l'obligation de transmettre tous les mois
une base de données des patients hospitalisés qui contient notamment tous les diagnostics qu'on a posés grâce à des codes pour les patients hospitalisés. Donc, quand tu es hospitalisé pendant 10 jours, si tu as eu une pneumopathie, il y a un code. Si tu as eu une pneumopathie à pneumocoque, il y a un code qui correspond au pneumocoque. Si tu as eu une fracture de fémur, il y a un code pour la fracture de fémur. Et donc, ça alimente ce qu'on appelle la base nationale de données de santé. Maintenant, ça s'appelle le SNDS, c'est le Système national de données de santé. Bon, voilà. Donc, bon, on ne va pas trop s'engouffrer là-dedans, mais en tout cas, si tu veux, moi, j'ai un regard de santé publique que j'appelle la vraie santé publique, dont je parle depuis le début. Voilà. Et après, donc, tu faisais allusion, là, juste pour clarifier pour les gens qui ne me connaissent pas ou qui écoutent ce soir. Donc, de 2018 à 2021, j'ai travaillé pour une fondation qui s'appelle Partager Vie, qui a des maisons de retraite. Hein. Et moi, je dépendais du siège national. J'étais médecin référent, je dépendais de Paris. Et bon, j'étais basé à Montpellier, mais je surveillais l'activité des centres de rééducation et je me déplaçais. Et donc, chemin faisant, en fait, novembre-décembre 2020, j'ai vu les chiffres des 83 EHPAD. Je suis allé voir mon directeur pour faire très court. Première minute d'entretien, il m'a dit je vous vire. Deuxième minute, il m'a dit les chiffres, on les connaît, on n'en parlera pas. Donc, ça a figé mon avis là-dessus. Et réellement, je sais que je détiens la vérité autour de ça. Mais surtout, on m'a empêché d'en parler. Donc, voilà comment j'en suis arrivé là. Le licenciement, en tout cas, j'ai contesté. Il va y avoir une audience au prud'homme au mois d'avril et j'ai toutes les raisons de gagner. Voilà. Je comprends tout à fait ta position et de toute façon, dans cette crise, on n'a pas le droit de parler. Je vais reprendre une phrase célèbre d'un auteur de romans dystopiques, George Aldous Huxley, qui disait dans un monde de mensonges universels, dire la vérité est un acte révolutionnaire, ce qui signifie en réalité que tous les gens qui contestent cette doxa, cette narrative, dont ils ont le droit, puisqu'on est dans un système démocratique, normalement on a le droit d'avoir un débat d'opinion. Sauf que là, il n'y a pas de débat d'opinion, il n'y a qu'une seule ligne de conduite, parce qu'il y a une idéologie de fond, en fait. Et donc, on ne peut pas aller contre cette idéologie de fond. Ce qui nous fait remarquer, à mon avis, tu vas peut-être me confirmer ça, c'est qu'en réalité, les gens qui l'appliquent, cette idéologie, ne sont pas dans la rationalité. Ils ont juste une idée en tête et ils veulent aller au bout de cette idée en tête. C'est tout. Et les gens qui sont rationnels, je dirais, c'est beaucoup plus toi, les lanceurs d'alerte, tous les gens qui, justement, sont mesurés, disent il y a d'autres choses, il y a d'autres traitements, il y a d'autres manières de faire, mais ne tombons pas dans le piège de la doxa, du dogme absolu. Et je pense que c'est ça, en fait, que tu essaies de défendre au mieux, même si on fait tous des erreurs parfois, mais c'est que tu essaies de défendre au mieux, toujours et tout le temps, en fait, source à l'appui. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Clairement, moi, en fait, depuis le début, tout ce que j'ai cité, c'était à partir de sources publiques. Hein. C'est clairement la définition du lanceur d'alerte et qui, en théorie, est là qui est censé protéger la liberté d'expression. Alors bon, les sources publiques, c'était mes données du boulot, donc la Fondation Partage et Vie. Et après, très vite, ça a été Santé publique France, l'Agence nationale de sécurité du médicament, la CNAM, EPIFAR, les derniers rapports de EPIFAR. Donc c'est une émanation qui vient de la CNAM et de la NSM, qui est une agence publique. Hein. Ouais. Et puis l'INSEE sur les chiffres de mortalité. Enfin, des choses absolument banales. Qu'on a le droit de critiquer quand on a un regard qui permet d'analyser ces choses-là. Et clairement, c'est fou comme c'est décrié. Alors, c'est assez marrant parce que bon, j'ai une plainte. En fait, j'ai même deux plaintes au Conseil de l'Ordre parce qu'il y a le Conseil départemental qui a déposé plainte contre moi et le Conseil national. Donc, si tu veux, c'est marteau et enclume. Tu sais, ça suffit pas qu'il y en ait un qui dépose plainte, donc il faut qu'il y ait l'autre qui dépose plainte aussi pour la même chose. Et alors, c'est marrant parce que là, bon, il y a des choses très, très symboliques, mais ça, ils supportent pas que on parle et que je parle
en l'occurrence de liberté d'expression. Alors, il se trouve que je suis médecin, mais que je suis aussi un citoyen et que je suis un homme libre sur la planète. Et ils aimeraient me faire taire. Et ça, c'est incroyable. Alors juste, je vais citer un truc que j'ai vécu vendredi dernier. Donc, c'était le 4, je crois. Ouais. C'était vendredi 4 février, là, vendredi dernier. Parce qu'entre autres, j'ai eu des gardes à vue où tout ça s'est fait pour me décrédibiliser, pour faire peur à la population en général. Bien sûr. Et donc, on a contesté, parce qu'après ma garde à vue en octobre, on a contesté le contrôle judiciaire qu'on m'avait plaqué au dos, sur la tête, à 2 reprises. La première fois où on a eu gain de cause, c'était début décembre avec mon avocat, où on a fait sauter mon interdiction de parler sur les réseaux sociaux et mon interdiction d'aller en manifestation publique. Donc, on a gagné en appel. Et là, vendredi dernier, j'ai recontesté un autre bout de ce contrôle judiciaire, c'est-à-dire notamment mon interdiction de sortir du territoire national français. Tu vois, le genre de truc complètement abscon qu'ils arrivent à me mettre sur la tête. Et alors, je te parle de ça parce que tu dis cette phrase-là qui est intéressante, mais ça perturbe, et ça a même perturbé le président du tribunal, donc le juge, quand je lui ai dit que pendant ma deuxième garde à vue, parce que j'en ai eu 3, pendant ma deuxième garde à vue, l'OPJ, on ne va pas dire son nom parce que ça peut les perturber, ces gens. Donc, l'officier de police judiciaire, à 5 heures ou 6 heures du soir, alors que j'aurais pu rentrer. Déjà, c'était une garde à vue où normalement j'étais convoqué en audition libre, mais bon, ils m'ont flanqué en garde à vue dès que j'ai passé la porte à 10 heures du mat. Et l'OPJ, à 6 heures ou 7 heures du soir, devant l'avocate qui me défendait, a dit vous pourriez sortir ce soir, mais c'est politique. Et si tu veux, cette phrase, moi, elle résonne tellement fort dans mon esprit, je l'ai exprimée au juge. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus de séparation de pouvoir. Non. Ça veut dire qu'il y a une émanation politique, réellement, qui a appelé le commissaire de police de Montpellier, qui a appelé le sous-officier, le machin, qui a appelé l'OPJ et qui lui a dit « Vous mettez Denis Agré en garde à vue ». Bien sûr. Et quand on a un OPJ qui dit ça devant une avocate, c'est un constat. Et vraiment, le juge, vendredi, C'est très grave. je pense que c'était irrecevable pour lui. Et il m'a dit « Taisez-vous, asseyez-vous ». Tu vois, pour te dire à quel point c'est irrecevable pour des juges qui, en plus, c'est des jeunes juges qui ont été nommés, qui ont travaillé durement pour faire l'École nationale de la magistrature. Bien sûr, bien sûr. Et moi, j'ai tout le respect pour ces gens-là, mais ils sont tellement convaincus que ce qu'ils vivent, c'est normal et qu'ils ont quelqu'un qui dit une contre-vérité qui les dépasse, que c'est irrecevable pour eux. Et cette notion de la rupture de la séparation des pouvoirs qui symbolise et qui témoigne qu'on n'est plus dans un champ démocratique, mais plutôt dans un champ de dictature, mais ça heurte les esprits d'une manière énorme. Et encore en France, les gens ne comprennent pas ça. Donc, tu vois, c'est important de parler de ça. On est loin de la santé, mais en tout cas, moi, je trouve que ça montre ce que tu disais dans ta phrase, c'est qu'en fait, quand on dit la vérité, même si c'est trop tôt, eh ben, il y a une telle dissonance que les gens ne. La dissonance cognitive, ça veut dire que notre cerveau, il n'arrive plus à faire le tri. Il y a des gens qui ne savent même pas ce que c'est que le mot dissonance cognitive. Moi, j'ai découvert il y a 4-5 ans en faisant de la neuroscience. Mais vraiment, c'est quelque chose qui est intéressant à évoquer. C'est très juste ce que tu dis, effectivement. C'est beaucoup de gens préfèrent un mensonge qui rassure qu'une vérité qui dérange. Et Voilà. étant moi dans le milieu initialement juridique, donc autant se dire, je suis dans une petite ville, donc autour de moi, j'ai beaucoup de mes amis, de gens que je connais sont dans ce milieu-là. On a fait un parcours ensemble à l'université.
Il y en a qui sont avocats, d'autres magistrats, d'autres notaires, bon bref. Mm, mm, La réalité, c'est que les gens ne le savent pas ou ne le voient pas, mais que tout, y compris la médecine, a toujours et tout le temps, politique. Que ce soit le droit, que ce soit la mm, médecine, que ce soit mm, l'entreprise. En fait, la politique, c'est ce qui chapeaute le tout et c'est jamais vraiment rationnel. C'est-à-dire, ils veulent mm, faire croire à travers un récit que c'est eux qui maîtrisent le rationnel. En réalité, ils sont complètement irrationnels. Et comme tu citais des jeunes magistrats, comme les jeunes magistrats sont en début de carrière, qu'ils ont une carrière à faire et qu'ils ont un petit peu peur, parce que la peur de leur père, c'est toujours pareil, hein, finalement. Et donc, peur de se faire, bon, ils ne peuvent pas se faire licencier, mais peur d'être mis au Non, placard. mais Et bien donc, en sûr. fait, ils ne prennent pas de vraies positions. Donc, il n'y a pas Et de la vraie question de la peur, indépendance elle de la est. justice. D'ailleurs, pour dire et fermer la parenthèse, parce qu'on va quand même parler de santé, Mm, la France a été retoquée par l'Europe justement pour son défaut d'indépendance en matière de justice, puisqu'elle est trop sous le joug du ministère de la Justice. Et il n'y a pas. Donc, je veux dire, on en revient. Tu vois, moi j'ai fait plus de 5 ans d'études en droit. Oui, on apprend des principes. Après, quand on exerce, on apprend à les modeler, à jouer un peu avec. Et finalement, quand on comprend vraiment le mécanisme, ben, on comprend que tout est biaisé. Il mm. faut en être conscient. Quand on en est conscient, après, c'est bon, on peut s'en Ouais. extraire. En tout cas, ben merci. On peut rebondir là-dessus sur la notion de santé politique, tu vois, ou de santé publique. Tout à fait. Là, il y a quelque temps, sur ma page Facebook, alors vous ne trompez pas, c'est celle où il y a un bonhomme qui tient un surf bleu et qui a 20 000 abonnés parce qu'ils ont fait des faux profils pour éloigner tous mes fans. D'ailleurs, ils ont fait une fausse page qui s'appelle Denis Agrefan. Donc, si vous êtes allé dessus, s'il vous plaît, désabonnez-vous de celle-là et allez sur celle où il y a plus de 21 000 abonnés. Je mettrai un lien Donc, sur la vidéo. voilà. Donc, l'histoire de la santé. Je veux parler de ça parce qu'en fait, j'ai fait une vidéo sur Facebook où j'ai parlé de la dualité. Alors, la dualité, tu vois, ça pourrait être santé-maladie. Et après, dans la santé publique, c'est est-ce qu'on va vers un chemin vertueux ou vers un chemin vicieux? Et et dans cette vidéo, je parlais notamment du symbole du yin et du yang qui est extrêmement connu. Et je crois que demain, très probablement, on peut aller vers un yin où il y aura encore plus de blanc que de noir. Mais clairement, ça doit passer par la prise de conscience de ce qu'est la vraie santé et la responsabilisation ou la responsabilité personnelle. Alors, pour dire un truc très simple, et la question aussi aujourd'hui, tu vois, on est en février 2022, c'est sur quoi on s'accorde tous, et notamment les citoyens français, le peuple français, sur quoi on se retrouve demain pour cheminer ensemble dans le même axe, y compris avec mes confrères médecins qui m'auraient vu comme un mauvais médecin. Alors ça, c'est quelque chose dont j'ai parlé depuis le début et je pense que c'est indissociable. Je pense que c'est encore plus vrai aujourd'hui qu'on ait reçu le produit ou pas, là. On ne va même pas dire le nom. Oui, c'est ça. Et, mais en tout cas, les 4 facteurs primordiaux qui sont des déterminants de santé majeurs et dans toutes les sociétés qu'on appelle riches, c'est le tabac, l'alcool, la sédentarité et la malbouffe. Alors, le tabac, c'est 80 000 décès par an en France. L'alcool, c'est 50, 60 000, 50 000. Et sédentarité et malbouffe, les deux, ça conduit au surpoids et à l'obésité. Et ça, ce panel-là de sédentarité et malbouffe, ça fait 100 000 décès en France par an. Donc, si tu prends tout ça, ça fait 230 000 décès par an en France. C'est colossal. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que, c'est des gens très jeunes qui décèdent, c'est des gens de 40, 50, 60 ans. Et c'est très jeune parce que l'être humain, si on prend vraiment bien soin de lui, il meurt à 80, 90, 100 ans. D'accord? Et tu vas dans les cimetières de petits villages et tu regardes les tombes
de 1120, 1920, 1930, 1940. Même s'il y a eu la guerre, il y a une quantité de gens énorme qui mouraient à 90-95 ans. Mhm. Après, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour responsabiliser les gens, pour leur dire, ben, le tabac, c'est pas bien, l'alcool, c'est pas bien, manger du sucre et des sodas tous les jours, c'est pas bien, manger 2 kilos de viande par semaine et des sandwichs gras, c'est pas bien, rester sur son canapé toute la journée, comme on dit, à procrastiner, c'est pas bien. Bon, on peut dire ça, mais en général, les gens, quand on leur dit c'est pas bien, ils en ont rien à, ils disent Ça je suffit fais ce pas. que je veux. Je fais ce que je veux. Et ils ont raison. Ils ont tout à fait raison d'avoir le droit de faire ce qu'ils veulent. Euh, et pour continuer dans cette réflexion, moi j'avais fait un PowerPoint au début où tu avais un gars, je disais, ben, allez-y, tu as un gars un peu gros qui fume, qui a sa bière, il est allongé sur son canapé. Le problème, c'est ce que j'ai dit juste avant, c'est que ça mène très jeune à des problèmes de santé graves. Un exemple, en avril 2020, je suis allé aux urgences d'Ajaccio quand ils hurlaient en disant qu'il fallait que tous les urgentistes viennent au secours des pauvres patients Covid. J'y suis allé. Donc, tu vois, il se trouve qu'à l'époque, on m'aurait glorifié, mais ils ont oublié ça aussi. Et qu'est-ce que j'ai vu de plus grave? J'ai vu un jeune homme de 45 ans qui a fait un AVC complet, paralysé du côté gauche. Il était obèse et tabagique. Et quand tu es paralysé complet du côté gauche à 45 ans, tu perds ton boulot, c'est même plus la peine d'y compter. Tu as droit à une pauvre allocation adulte handicapé, AAH. Bon, excusez-moi, hein, mais c'est la réalité. Donc, on leur donne bien ce qu'on peut. Et si tu avais 4 000 € de salaire et que tu te retrouves avec 800 ou 900 € par mois, ça ne fait pas la même vie pour toi, pour ta femme, pour tes enfants. Et puis, ça ne fait pas la même vie non plus parce que tu es paralysé et que tu vas te traîner toute ta vie à essayer de récupérer, la parole, parce que tu as la parole complètement alliée, et puis éventuellement le bras pour pouvoir soulever une assiette et peut-être un jour la jambe pour pouvoir ne plus être en fauteuil roulant, mais pouvoir marcher. Mhm. On peut avoir la même réflexion sur les cancers, tu vois, les cancers, le tabac. Alors, je donne un autre chiffre, tu vois. Le cancer attribuable au tabac chez les femmes, en 20 ans, ça a été multiplié par 7. Hein, c'est énorme. On est passé de 3 000 cancers à plus de 20 000 cancers attribuables au tabac chez la femme en 20 ans. Donc, ça, c'est pour parler de la conscience aux gens, pour qu'ils soient conscients des risques qu'ils prennent en ayant des comportements qui sont Risqué. qu'ils ont. Voilà. Et pour essayer d'être vertueux et de les challenger, mais ça passe déjà par cette prise de conscience, y compris chez les gens jeunes. Alors en santé publique, tous ces morts, tabac, alcool, sédentarité, malbouffe, 230 000 décès, ça s'appelle de la mortalité évitable. Et alors on peut se dire oui, mais bon, moi je m'en fous, il faut bien mourir un jour de quelque chose. Ça, on entend très fréquemment. Alors je vais aborder un sujet un peu plus philosophique, mais que j'aime beaucoup, qui vient d'un bouquin qui s'appelle Le pouvoir du moment présent, qui est écrit par Eckhart Tolle, et qui dit une chose que je trouve vraiment intéressante, qui dit il ne faut pas perpétrer la souffrance dans le futur. Et dans cette phrase, moi, je me suis questionné dès le début du Covid, là, en avril, mai 2020, parce qu'on nous disait, oui, mais c'est très grave, il y a des personnes âgées qui décèdent. Mais bien sûr que c'est grave quand il y a des personnes âgées qui décèdent, mais en tout cas, quand on est plus jeune,
quand on a 40, 50, 60 ans, qu'on décède ou qu'on a un accident médical grave, qu'on a un infarctus du myocarde qui fait qu'on a une insuffisance cardiaque ou qu'on a un AVC. Mais en fait, je pense, et ça c'est collectivement qu'on doit réfléchir là-dessus, ou éthiquement, je pense que quand on est plus jeune, quand on a 40, 50 ou 60 ans et qu'on meurt précocement, ou qu'on a un handicap grave précocement, eh bien, ça crée plus de souffrance personnelle et familiale et sociétale et aussi économique. Parce qu'un handicapé grave à 40 ans, ça coûte beaucoup plus cher aussi à la société qu'un monsieur qui a 85 ans qui fait un AVC. Donc, il y a toutes ces dimensions-là à avoir à l'esprit et que, par conséquent, si on veut diminuer la souffrance et éviter des morts précoces et des handicaps précoces, eh bien, on a tous intérêt à prendre conscience de ça et à activer le plus possible la prévention. C'est vrai, c'est très juste, mais on est quand même dans une société, j'allais dire hédoniste, une société de plaisir. Ça fait des années qu'on nous a mis dans cette société, et maintenant on voudrait faire passer les gens du jour au lendemain un petit peu dans l'inverse, c'est-à-dire prenez soin de vous. Alors ça fait quand même une dizaine d'années qu'on va dire que le développement personnel et que la santé, le bien-être, le développement de soi est quand même bien imprégné dans la société. Et c'est justement peut-être cet avenir de la santé, c'est-à-dire d'abord travailler sur soi, sur du développement personnel, travailler sur de la bonne alimentation, travailler sur une hygiène, qu'elle soit sportive ou simplement du quotidien, on va dire, quelque chose qui permet de limiter justement j'allais dire, des grosseurs, des malformations, des difficultés respiratoires ou autres. Donc, limiter le tabac, limiter l'alcool, ça ne veut pas dire ne pas en profiter, mais diminuer les doses. C'est-à-dire être dans la mesure, peut-être. Et peut-être qu'on pourrait, justement, plutôt que de rester dans ce schéma, comme on a annoncé en début de vidéo, de la santé un peu, pas à l'ancienne, mais de la santé connue, la santé que les homéopathes appellent la santé allopathique, c'est-à-dire la santé chimique. Comment, finalement, d'abord, entretenir sa santé dans le bon sens. Par exemple, toi, je sais que tu as un site qui s'appelle Yoga Médecine, qui est une nouvelle thérapie de santé qui est en train de se développer, parmi d'autres, hein, il y en a d'autres. Est-ce que déjà, peut-être tu peux nous parler de celle-là et d'autres que tu connais, bien sûr. Afin de donner aux gens justement des envies de prendre soin de leur propre santé et finalement de faire un substitut, parce que toi, tu es quand même médecin en santé publique, et dans cette période, jamais une seule fois on a entendu par les politiques ou par les médecins de plateau ou par les journalistes, prenez soin de vous. Comment vous allez prendre soin de vous? Il va falloir sortir, vous aérer, il va falloir prendre plus de vitamine C, plus de vitamine D, il va falloir faire plus de sport, nettoyer votre terrain justement pour ne pas tomber malade et risquer d'attraper cette maladie. Jamais on a entendu ça. Alors, est-ce que tu peux justement peut-être contrebalancer avec ton regard de santé publique sur… Bien sûr. Alors, en fait, déjà la santé, l'OMS le définit par un état de complet bien-être, et notamment, c'est la santé physique. Hein, j'ai un corps, je fais du sport, je ne suis pas trop gros. Il y a la santé psychique, la psyché, l'âme, notre conscience. Et si notre âme, elle va pas bien, parce que, notamment depuis 2 ans, mais même depuis un peu plus que ça, on nous fait peur, que ce soit sur des problématiques de santé, mais aussi on nous fait peur sur des problématiques climatiques, eh bien, peut-être qu'on n'a pas une bonne santé psychique. Et aussi, une des choses qui est indispensable à rappeler, c'est la santé sociale. C'est-à-dire que si on vit dans une société où tous les jours on te dit que tout va mal, et notamment, par exemple, qu'il y a plus de 10 millions de chômeurs et qu'on fait tout pour mettre les gens au chômage, eh bien, ça impacte sur la santé globale. Complètement. Et clairement, en ce moment, notamment à travers cette fameuse obligation, ils ont mis cette fausse obligation, même pour des gens qui n'ont pas une obligation réelle, il y a une obligation qui est venue dans les entreprises, qu'elles soient privées ou publiques, de manière très forte, qui fait qu'il y a des gens qui ont été
licenciés, qu'on a mis dehors pour des considérations de santé. Donc ça, déjà, ça s'appelle de la discrimination. Et pourquoi je parle de la santé sociale et du chômage, c'est parce que le chômage, il y a des études très claires qui montrent que, par exemple, en France, euh, quand on est plus au chômage, eh bien, on est plus déprimé, on consomme plus de tabac et d'alcool, et donc on est plus à risque d'être en mauvaise santé, d'être malade. Mhm. Alors, la question qu'on peut se poser dans tout ce qui se passe, c'est est-ce que les gens qui nous gouvernent, les politiques et les lobbies, n'ont pas plus intérêt à ce que les gens soient, est-ce qu'ils n'ont pas plus intérêt, notamment financièrement, à ce que les populations soient malades plutôt qu'en bonne santé? Alors ça, je vous laisserai y répondre. Moi, j'ai déjà répondu à la question maintenant. Après, pour revenir à la question de la société, tu vois, tu parlais d'hédoniste et de plaisir. Évidemment, on a vendu plein de plaisir et on est dans une société où c'est assez facile d'avoir du plaisir. Il suffit d'avoir un peu de sous, voire même pas, voire même, je poussais le truc beaucoup plus loin et ils le font exprès. C'est venu dans la société, par exemple, les applications de rencontre, c'est gratuit et tu peux avoir du plaisir gratuit juste en faisant des petits trucs avec le bout du doigt. Donc, c'est un espèce de truc complètement qui pervertit l'esprit. Et après, clairement, mais ça fait plus de 10 ans et on va aller sur le yoga. Quand tu vois entre les années 2000 et les années 2020, en 20 ans, et on peut prendre rien que l'exemple de Paris, hein. Moi, je n'habite pas à Paris, mais c'est de partout, dans toutes les villes de province. Le nombre de salles de yoga qui ont explosé de partout, c'est quand même très bien. Et derrière le yoga, il y a plein d'autres techniques ou outils, que ce soit du qigong, que ce soit de la médecine chinoise, que ce soit de la sophrologie, de l'hypnose, euh, du shiatsu. Enfin, il y a vraiment énormément de champs du bien-être qui se sont développés, y compris aussi dans le coaching, y compris dans la naturopathie. Et je pense qu'on était en train de vraiment arriver dans un moment de l'histoire où les gens étaient plutôt entrés de plus en plus en bonne santé, à se demander s'ils n'ont pas fait ça aussi pour que de nouveau les gens soient malades. Alors, ils y arrivent un peu. Quand tu vois qu'il y a eu une Personnellement, augmentation j'ai la des suicides, réponse. quand tu vois qu'il y a eu une augmentation des suicides de plus de 22% en 2021, notamment chez les jeunes femmes, ben clairement, avec tous ces médias anxiogènes, le licenciement des gens, ils arrivent à rendre les gens malades. Et ça, c'est un challenge personnel. Je pense qu'on partage tous les deux et je suis ravi que tu m'aies lancé cette réflexion sur la santé, mais c'est aussi un challenge collectif. Et alors, c'est assez marrant parce que vendredi, j'ai fait une interview, mais tu auras la plus grande réactivité pour paraître cette vidéo. Mais il y a France Info qui m'a interviewé aussi comme ça en distanciel pour parler du yoga et de ce que je porte en tant que médecin depuis cette histoire de virus. Donc, même France Info, mais en fait, la question, c'est comment on redonne du crédit à ces outils, parce qu'on voit bien qu'ils ont tendance à vouloir décrédibiliser, que ce soit le yoga ou même la méditation. Alors, ça tombe mal parce que j'ai fait un diplôme universitaire de méditation en santé que j'ai fini et que j'ai soutenu en juin 2020. Ouais. Et ce diplôme universitaire, il est vendu, enfin, il est enregistré à la faculté de médecine de Montpellier par des professeurs universitaires. Et en France, il y a 5 diplômes universitaires de méditation qui se sont développés dans les CHU. Donc, c'est reconnu institutionnellement. Alors, le yoga aujourd'hui, et notamment ce mot-là dont on a abordé, la yoga thérapie, aujourd'hui, la yoga thérapie, ce n'est pas reconnu de manière institutionnelle en France. Néanmoins, il y a énormément de professeurs de yoga qui avaient déjà franchi la porte des hôpitaux
et aussi des maisons de retraite, et aussi des centres d'handicapés pour donner des cours de yoga aux patients et aussi dans les écoles. Et en ce moment, ils essayent de faire machine arrière en décrédibilisant tout ça. Mais ils n'y arriveront pas. Non. Je suis convaincu qu'ils n'y arriveront pas. Euh, Petit à petit, je pense que la vérité, elle va aussi là-dessus reprendre du dessus. Et, euh, et les médias, tu vois, pour dire un mot sur les médias, qui entre autres m'ont décrédibilisé et ont décrédibilisé plein d'autres personnes qui portaient des paroles bienveillantes et sensées. Mais en fait, je pense que à force de nous taper dessus, ils se décrédibilisent eux-mêmes, y compris les journalistes de plateau de télé, et que je pense qu'on est à l'aube de l'inversion et que pour reprendre du crédit, que ça soit, enfin, les médias mainstream, hein, que ce soit, on va dire, TF1, France 2, Canal, je sais pas, France Info, tu vois, Oui, France oui, bien Inter et sûr. tout, demain, ils nous inviteront pour, pour regagner en crédit, même en tant que présentateur, en tant qu'individu, parce que demain, s'ils sortent dans la rue, ils sont aussi à risque et ils ont aussi une responsabilité dans la société. Et à force de décrédibiliser les gens qui sont vertueux, eh bien, en fait, ça les dessert. Et j'ai écrit l'autre jour un petit texte là-dessus. Au-delà de la responsabilité pénale que tout un chacun encourt dans la société, y compris nos dirigeants des instances de santé, tout le monde a une responsabilité morale. Alors, la responsabilité morale, on l'a vis-à-vis de soi-même, c'est-à-dire que c'est comme on dit, est-ce que tu peux te regarder le soir dans la glace? Et si tu peux pas, c'est que tu as honte et qu'il y en a certainement, je pense, à un moment qui risquent aussi de se suicider. C'est pas ce que je leur souhaite, mais vraiment qui risquent de payer un lourd tribut moral. Et puis après aussi, c'est vis-à-vis de nos enfants, parce que nos enfants, et il y a plein de gens, aussi des présentateurs télé, mais aussi des dirigeants de santé, qui ont des enfants. Hum. Et s'ils ne changent pas de posture à un moment, je pense qu'ils auront du mal à regarder leurs enfants d'ici 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Parce que quand leurs enfants auront grandi et comprendront que leurs parents n'ont Ont pas participé. été capables de au moins reconnaître leurs torts, voire pire, de continuer dans un schéma totalement qui emmène plus des gens vers la maladie grave, voire pire, que de les soigner, eh ben, moralement, ils vont avoir des soucis, ces gens. Donc, tout ça pour dire que les médias, à mon avis, et tu vois, toi, tu y participes, et petit à petit, je pense qu'on va infléchir aussi euh, le regard que les gens ont sur nous, quoi, tu vois. Oui, je suis assez d'accord, effectivement, mais je pense que les médias sont trop dans l'analyse factuelle, c'est-à-dire toujours présenter les faits, les faits. Jamais ils ne prennent assez de distance ou de recul pour essayer de comprendre finalement quelle idéologie anime ce qui est en train de se dérouler. Ils Mmh, sont pris en fait dans une mmh, mécanique, dans un rouleau compresseur de mmh, faits. Et comme tu disais au début, ils sont dans une forme de dissonance cognitive. Ils sont dans un système confortable. mmh, Et en fait, comme ils sont habitués finalement à répéter l'information qu'on leur a pré-mâchée à travers les AFP, à travers ouais, les... ouais, Eh bien, ouais, ils réfléchissent plus. Ils ne ouais, ouais. réfléchissent plus. Ils ont perdu vraiment toute réflexion sensée et profonde. Et donc, du coup, c'est à travers la santé que tout le monde en pâtit là. Ouais. Et il y a des gens qui ne supportent pas le parallèle qui peut être fait parfois et qui a été fait notamment par Ivan Rioufol sur les mécanismes qui sont mis en place dans cette période et qui se rappellent finalement à celui de l'hygiénisme qui a été mis en place pendant la Seconde Guerre mondiale, juste sur cette partie-là, hein, rien de Mmh, plus, sans aller mmh, plus loin. Mais ouais, effectivement, les camps au départ ont été faits justement pour contrôler des maladies, pour ficher des gens qui avaient des maladies. mmh, Et en fait, on est sur une dérive psychologique qui est identique. Il y a tout à même une fait. rescapée, d'ailleurs, je crois, d'Auschwitz, Vera Sharav, qui a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps en Belgique et qui disait
je suis effrayé. Ce sont exactement les mêmes mécanismes Oui. psychologiques qu'on voit à l'œuvre. Et j'ai l'impression que même la pensée, en fait, de cet esprit nazi n'a pas disparu, qu'elle est encore animée par une certaine élite. Et Mais ça en fait fait, peur. Alors là, on est c'est, déjà un petit peu ça. en train de Mais déborder. Donc, je ne sais pas ouais, si on cette vidéo déborde. pourra passer sur YouTube. Mais, C'est toi qui as débordé. Mais en tout pardon. cas, c'est intéressant. Mais euh, la question de la peur, tu vois, j'ai écrit un papier qui s'appelle Au nom de la peur, que j'ai mis sur Internet au mois de mai 2020. Tu vois. C'est un truc, ça m'a vraiment, c'est venu comme ça. J'ai écrit 3 pages et ça a été partagé, allez, 1000 fois. J'avais personne qui me connaissait à part des copains. Et c'est comme ça que j'ai compris que déjà ma parole de médecin, elle était légitime et qu'elle confortait les gens et que ça les rassurait. Mais la question de la peur, moi, je suis convaincu que, y compris notamment des médecins qui se sont, ou des gens dans la société qui ont des positions importantes, hein. On va prendre par exemple les juges ou les procureurs du tribunal de Montpellier, hein. Je sais qu'il y en a qui ont fait leurs injections 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et malgré ça, ils voient qu'il y a encore du coronavirus dans la société. Et je pense que ces gens-là ont fondamentalement peur, un, du virus, parce qu'ils n'ont pas Oui, compris les rationnels de pensée pour les soigner. Deux, peut-être qu'ils ont peur aussi de ce qu'on leur a injecté. Alors moi, je dis, bah, ça ne sert à rien d'avoir peur des choses, il vaut mieux les affronter pour être conscient et aller voir son médecin pour être soigné plutôt que de reculer pour mieux sauter, comme on dit. complètement. Et après, ben, une fois que les gens nous écouteront, et je pense que la sphère judiciaire, juridique, elle est extrêmement importante. Euh, les avocats et les juges qui ont compris vont nous protéger. Vraiment, je suis convaincu de ça. Alors, bien sûr que la logique sociologique, elle peut tendre à faire peur, mais moi, j'essaye vraiment de me rassurer tous les jours, Mhm. de me dire qu'on vit un moment qui est plus facile que 39-45, par exemple, parce qu'on n'a pas des bombes qui nous tombent sur la tête, parce qu'on a des réseaux sociaux qui nous permettent de communiquer énormément et de rassurer les gens avec des vidéos qui sont vues des 50, 100 000, 200 000 fois, et qu'à chaque fois qu'on rassure les gens, ben, on regagne du terrain. Mhm. Et pour donner un exemple, tu vois, qui est très récent, hier soir, j'ai vu une vidéo et puis ce matin, on s'est parlé. C'est une avocate du barreau de Paris qui s'appelle Delphine Provence. Mhm. Alors, on a parlé ce matin au téléphone et Delphine, elle m'a expliqué, elle était allée au Conseil d'État pour défendre une dame et il se trouve, bon, je ne vais pas dire son nom, mais c'est extrêmement intéressant. C'est une dame qui a une quarantaine d'années, qui était avocate. Donc, tu vois, déjà dans la société, elle a une importance. Et elle est moins, pas trop la décrédibiliser. D'ailleurs, les avocats, on ne les a jamais trop traités d'anti-machin, là. Et, euh, et cette dame, elle s'est fait prendre 2 doses et elle a eu des effets indésirables. Et en plus, maintenant, elle a changé et elle a attaqué les études de médecine, tu vois. Donc, elle fait médecine à 40 ans. Il faut être courageux, hein, je veux Oui, il dire, faut être courageux. Vraiment. sacré challenge. Et là, comme elle a eu des effets indésirables et que elle veut pas faire la troisième dose, eh ben on lui dit non, vous pouvez plus aller faire de stage de médecine parce que vous n'avez pas votre passe machin et que mais là, tu vois, c'est extrêmement intéressant parce que du coup, ils se sont retrouvés face à des juges à Paris. Et là, les juges se trouvent bien emmerdés parce que c'est quelqu'un qui est avocat, médecin, qui a fait ce que le gouvernement lui a demandé depuis le début. Et là, elle leur dit les yeux dans les yeux, regardez, j'ai eu des conséquences graves, et en plus, à cause de vos conneries de passe machin, je ne peux plus aller faire mon métier et ma formation de médecin. Donc, c'est extrêmement intéressant de mettre les gens face à leurs contradictions et que petit à petit, par la réinformation, par malheureusement aussi des gens qui ont les conséquences de tout ça,
eh bien, le mur, il recule. bien sûr. Et moi, je suis vraiment convaincu qu'on va infléchir tout ça, même si les médias aujourd'hui euh, voudraient encore protéger une certaine élite qui est microscopique et qui représente 10, 20, peut-être 100 personnes maximum dans notre pays. Euh, voilà. Après, pour revenir à un truc de santé intéressant, j'en ai parlé aussi sur Facebook. C'est un professeur qui s'appelle François Alla, qui est un professeur d'épidémiologie. Oui, Il est épidémiologiste au CHU de Bordeaux, tu vois. Et d'accord. ce monsieur, je suis tombé, on me l'a envoyé par mail, il a été interviewé par le quotidien du médecin parce qu'il a démissionné du Haut Conseil de santé publique. Bon, entre autres parce qu'il en avait ras-le-bol qu'on lui dise ce qu'il devait dire ou pas dire. Oui, Mais par contre, ce qui est extrêmement intéressant pour revenir à la santé où on peut tous se réunir, c'est que euh, en fait, il a publié des études en mai 2020 qui sont extrêmement intéressantes et qui montrent que les gens qui fument, qu'ils soient vaccinés ou pas, eh bien, en fait, ils ont un risque multiplié par deux, voire deux et demi, de faire des complications sévères du corona, voire de décéder du corona. Donc là, ça questionne vraiment la santé intrinsèque. Et c'est encore une autre manière de dire, par exemple, aux gens qui fument, soyez conscients des risques. Si vous avez peur du coronavirus, et que vous soyez vacciné ou non, et du coup, ça réunit les deux champs, tu bien vois, sûr. parce qu'ils ont tout fait pour diviser en opposants, tu vois, les pros, les anti, machin. Et bien justement, ça nous réunit sur tous sur le fait qu'on ait fait le vaccin ou pas. On a intérêt à diminuer le plus fortement, voire à arrêter de fumer, pour éviter des complications graves de ce corona ou de décéder du corona. Parce que si on continue de fumer, on a un risque multiplié par deux. Tout à fait. Donc, voilà. Et c'est vraiment ce débat sur la santé globale qu'il faut arriver à avoir. Mais bon, une des choses qu'il faudra aussi travailler demain, j'espère avec un nouveau gouvernement dès avril prochain, c'est sur l'emploi. Parce que, comme je l'ai abordé, ben, si on est désœuvré, on va pas très bien. Moi, ça fait un an que je bosse pas, que je suis on voit du monde, je vais en manif et on voit énormément de monde et c'est des grands moments de rencontre. Mais le travail, c'est vraiment un truc que l'autre jour, j'ai fait une vidéo où justement je parlais de la dualité et aussi où j'ai cité un livre là, de Khalil Gibran, là, Le Prophète. Le Prophète, c'est un livre très connu et où il parle du travail et où il dit très bien à quel point le travail, c'est indispensable pour l'être humain. Ça donne du sens dans la vie. Bien C'est sûr. vraiment pour ça qu'on se lève le matin, entre guillemets, et que si on n'a rien pour se lever le matin, ou le soir tard si on va bosser de nuit, eh bien, on a toutes les chances de ne pas être inséré dans la société, d'être triste, de perdre confiance, de déprimer. Donc, le travail, il faudra demain vraiment. Et moi, je pense que vraiment, si on a des dirigeants intelligents de cœur mais je pense qu'on peut déjà le mettre en œuvre dans la société. Eh bien, on peut employer des gens. Et pour donner un espoir aussi intéressant, mais encore cet après-midi, j'ai une jeune fille d'une boîte d'intérim pour être recrutée en tant que médecin. Et elle me dit, depuis 5 jours, elle me cherche des pots pour savoir si je suis vacciné ou pas. J'ai Alors dit, qu'elle n'a ça pas vous à le regarde pas. savoir. J'ai dit, ça vous regarde pas, c'est du secret médical. Alors ça les rend, ça les énerve, quoi. Elle me dit oui, mais vous comprenez, je suis obligé de demander. Alors bon, j'ai pas enregistré l'entretien, mais franchement, ça vaut le coup, hein. Ça vaut son pesant d'or, hein. On a discuté au moins 10 minutes. Et je lui dis, mais vous n'êtes pas obligé. Je lui dis, vous demandez pas aux gens quand vous les avez au téléphone s'ils sont noirs ou blancs, hein, s'ils sont juifs ou Oui, arabes, ou catholiques, s'ils sont musulmans. Enfin, la discrimination, elle est de toutes sortes. Et je lui ai rappelé que le secret médical, c'était justement pour protéger à l'embauche sur des problématiques de santé.
Et alors, ce qui est vraiment marrant, parce je pensais pas qu'elle me rappellerait. Là, elle m'a rappelé tout à l'heure en me disant la société qui cherche un médecin pour tel poste, et c'est un truc intéressant. Elle me dit, ils vont vous rappeler, je leur ai dit que vous n'étiez pas vacciné. J'ai dit, mais je vous ai pas dit que j'étais pas vacciné. Alors, elle était folle. Elle me dit, ah, mais je suis embêtée, vous êtes vacciné ou pas? Je dis, mais ça vous regarde pas. Et là, tu vois, ça tournait en boucle. Et oui, ça tourne en boucle. C'était génial. Elle me dit, C'est ouais, mais binaire. vous C'est comprenez. binaire. Et j'ai dit, mais moi, je vous ai jamais dit que j'étais pas vacciné. Donc, vous avez interprété mes dires comme étant. Alors, j'adore laisser les gens dans le doute comme ça, dans la RH, parce que intérieurement, ils savent plus quoi faire, quoi. Oui, c'est ça. Du coup, elle est quand même allée dans mon sens. Et bon, j'attends que la société me rappelle pour m'embaucher. Mais en tout cas, je sais, et j'ai une collègue médecin qui est vers Aix, qui a réussi à se faire re-embaucher, notamment dans un centre de rééducation et un EHPAD en tant que médecin, parce qu'il ne se trouve plus de médecin. Oui, bien sûr. Donc, la DRH du centre de rééducation et d'EHPAD vers Aix, là, eh ben, l'histoire du pass, elle l'a mis de côté, hein, je veux dire. Parce que la jeune fille, elle me disait, oui, mais vous comprenez, il y a la loi. J'ai dit, mais vous savez, la loi, quand elle est. On a le droit juste de l'oublier, quoi, pour embaucher des gens, simplement. On a le droit de désobéir juste mentalement, tu vois. Juste la désobéissance. Tu vois, c'est même plus une désobéissance civile où il y a des actes, c'est juste un acte mental. Et pour avoir la même approche, avant-hier, je suis allé à la poste le matin, sans masque. La jeune fille toute souriante, elle me dit, mettez le masque. J'ai dit, bah, je masque, j'ai pas. J'ai dit, mais je vous fais un beau sourire. Alors tout de suite, les gens ont souri autour. Et ça, c'est génial parce que il y a, je sais plus quelle phrase qui dit en gros qu'il y a rien de plus beau qu'un sourire dans la journée. Et peut-être on va finir là-dessus, mais parce que je dois. Mais en fait, cette dame à la poste, en souriant, bah, du coup, ils ont lâché du lest. Ils m'ont pas fait chier. J'ai acheté mes timbres sans masque. Et, et je lui ai dit, mais elle me dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? La postière, elle me dit, mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit, ben, arrêtez de poser cette question. Je Voilà. dis, si vous avez quelqu'un qui arrive sans masque, vous ne lui dites pas. Ça Vous fait dites 2 ans que pas, vous rabâchez les mêmes exactement. conneries. Donc, vous ne posez plus la question et tout va bien se passer. Voilà. Mais c'est exactement ça. On peut rappeler pour les gens qui écoutent que la désobéissance civile est un droit qui est marqué dans la Constitution, notamment lorsque les lois sont totalement iniques et disproportionnées. Je pense qu'on est à peu près dans ce cadre. Donc, je pense qu'il faut que les gens prennent conscience qu'ils ont des droits et que ces droits précèdent les devoirs, pour ceux qui n'ont pas lu la Constitution, parce qu'on a entendu le président, il n'y a pas très longtemps, dire qu'on avait des devoirs avant des droits. Ils veulent changer le contrat social et ils utilisent un état d'urgence pour essayer de changer le droit. Donc, j'allais dire, c'est assez grave finalement de se positionner ainsi. Bon, je ne doute pas qu'il ait des directives, hein, parce que bon, je ne vois pas lui penser ça. Mais il faut que les gens résistent, il faut que les gens fassent preuve de caractère, qu'ils oublient, qu'ils disent que c'est par oubli, par mégarde, ce qu'ils veulent, qu'ils inventent des excuses, mais qu'ils ne restent pas finalement dans cette droite ligne du j'obéis parce qu'il faut obéir. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps justement sur l'expérience de 1000 grammes appliquée à la période avec une profiler. Et c'était intéressant d'avoir son avis et de comprendre un petit peu finalement comment les gens se soumettent à une autorité, même si cette autorité leur donne des injonctions qui ne sont pas logiques et pas rationnelles. C'est simplement parce qu'ils acceptent le fait qu'elle représente l'autorité. C'est ça l'expérience de 1000 grammes. Et donc, bon, dans les grandes lignes, après, vous pouvez aller. Ah ouais. Mais c'est là, on est exactement là-dedans. Beaucoup de gens la reprennent un petit peu cette expérience, on est exactement là-dedans. En gros, c'était quelqu'un qui torturait avec des décharges électriques une autre personne qui ne répondait pas aux bonnes questions. Donc, il ne donnait pas les bonnes réponses. Donc, à chaque fois, on mettait un voltage plus élevé. Et le médecin qui lui disait de mettre le voltage poussait jusqu'à des voltages extrêmes, plus de
Ah ouais. 450 volts, et les personnes appliquaient, parce qu'ils avaient confiance. On dit, c'est pas moi, ils se déchargeaient de leur responsabilité, le médecin dit ça. Donc, il faut avoir bien conscience, finalement, que la psychologie, je pense, et la soumission à travers la psychologie, est le cœur de toute forme de manipulation. Et je pense que ça sera intéressant peut-être qu'on aborde dans une autre vidéo, parce qu'on ne va pas avoir le temps de le faire aujourd'hui, mais justement cette dimension de la psychologie, que ce soit à travers le yoga ou les autres techniques que tu évoquais, la psyché justement, comment la psyché influence sur la santé. Ouais. Et en cette période, puisqu'on a finalement plus abordé la peur Ouais. et le milieu de la santé dans cette vidéo, Ouais. pas tellement finalement l'avenir de la santé, mais c'est pas grave, je changerai le titre. Non, mais c'est très bien ce qu'on a. Mais c'est très bien. Je vais juste te montrer un truc là pour finir. Oui, tu me parlais de la méthode Coué juste avant, mais ouais, bon, il y a la méthode Coué, mais la méthode Coué, ça consiste en gros à. C'est l'auto-persuasion, l'autosuggestion qui consiste à dire ça va aller. Alors, pour dire ça va aller, et pour finir sur un truc qui fait du bien, parce que tu vois, on a besoin d'aller bien, tu vois, on a besoin de rigoler. Voilà. Ça, je l'ai montré dans ma vidéo de la dernière fois. C'est un super-héros qui s'appelle Superman. Et c'est mon masque que je mettais dès le mois d'avril-mai 2020. Et même en mars 2020, je me baladais en vélo à Montpellier avec ça. Alors, c'est pour rigoler, parce qu'on a besoin de rigoler. Et que quand on rigole, en général, on n'a plus peur. Et ça fait du bien. Donc, voilà. On a besoin de rigoler. Il y a plein de vidéos franchement marrantes aussi sur cette histoire. Hier, j'ai vu une vidéo énorme qui a fait 600 000 vues sur un mec qui rentre dans une boulangerie et on lui dit, il y a un haut-parleur qui dit « Monsieur, mettez-vous sur le point rouge. Posez votre… Qu'est-ce que vous voulez ?» Il y a un truc qui jette le pain. Mettez une pièce, il y a les pièces de monnaie qui lui tombent. Et c'est rigolo, tu vois. En fait, il faut qu'on aille dans la dérision. Il faut un peu se foutre de la gueule de ceux qui nous dirigent, tu vois, parce que ça les, y compris mes collègues au Conseil de l'Ordre, ça les rend dingos. Et ils aiment bien, en fait. Il y a un psychiatre du Conseil de l'Ordre qui m'a dit, mais en fait, on vous aime bien. Et il me dit, ouais, mais à chaque fois que je vous vois, on me dit qu'il faut t'engueuler et tout, mais j'y arrive pas. Parce que je t'aime bien. Donc, on va lui envoyer des bisous. Il s'appelle Jacques. Bonjour, Jacques. Et il faut qu'on aille dans la dérision, qu'on rigole, qu'on arrête de se prendre la tête avec tout ça et qu'on comprenne que c'est pas si grave et qu'on a intérêt à vivre collectivement pour finir dans le respect, la bienveillance et l'amour, tu vois, cette notion qui fait qu'on est empathique avec ceux qui sont autour de nous et qu'on veut les aider, quoi. Oui, je suis bien d'accord, c'est très important, c'est une belle conclusion, mais ça me fait rebondir sur… Je ne peux pas m'empêcher de ne pas le dire, et ça sera un petit message pour Jacques, qui justement est psychiatre, et qui devrait s'intéresser à la notion de masque. Ce n'est pas quelque chose que j'invente, hein, c'est quelque chose qui est pris justement dans les notions de symboles. Donc, je vous invite à regarder le dictionnaire des symboles, qui est un dictionnaire très sérieux, qui est écrit par Jean Chevalier et Alain Guébrandt, aux éditions Robert Laffont. Et derrière le masque qui est, on va dire, quelque chose qui peut être assimilé à quelque chose de festif, à une pièce de théâtre, à des danses sacrées, à beaucoup de choses. Mais le masque, il a aussi une symbolique un peu plus négative, je dirais. Et ça devrait intéresser donc ce monsieur qui est psychiatre. Et dans cette symbole négative, justement, et là je vais lire, il dit « Celui-ci, ayant accepté les forces de l'autre, c'est-à-dire l'imposition du masque, en l'attirant dans les pièges de son masque, peut être à son tour possédé par l'autre. Le masque et son porteur s'intervertissent tour à tour, et la force vitale qui est condensée dans le masque peut s'emparer de celui-ci. Le protecteur devient le maître. » Finalement, la symbolique qu'il y a derrière le masque, parfois, alors il faut en rire, hein, mais il y a une symbolique derrière qui fait que celui qui veut vous protéger
inconsciemment, à travers ce symbole, devient votre maître parce qu'il vous impose finalement quelque chose Bien sûr. qui vous restreint dans votre liberté, alors que, je dirais, n'oubliez jamais que les pharmaciens, avant cette crise, tout au long de la journée, croisaient toute la journée des malades et qui n'étaient quasiment jamais malades eux-mêmes. Oui. Comme Pour les finir, médecins, voilà, tu l'as cité, voilà. Ça, c'est la méthode Coué. la méthode Et Coué. c'est un pharmacien, Émile Coué, qui est né en 1857. Pharmacien qui s'est aperçu des bienfaits de la suggestion en vendant des médicaments avec de bonnes paroles qui décuplaient l'effet de ces potions. Voilà. Donc, vous pouvez lire ça et très probablement, vous irez beaucoup mieux. Je vous invite à lire Voilà. effectivement ce livre. Je pense qu'on fera une prochaine vidéo justement sur un petit peu la méthode Coué, les effets placebo et Ouais, tout ce qui est on viendra positif là-dessus. finalement derrière l'administration d'un traitement et comment c'est abordé par le médecin, s'il vous donne un message positif ou négatif, et ce qui fait finalement pour l'essentiel, je pense, la guérison. Ça pourrait être intéressant si ça te dit d'aborder un peu plus dans cet Ouais. axe-là. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi et merci à tous ceux qui ont À tous ceux écouté. qui nous écoutent. Je coupe la vidéo, tu peux rester encore 2 minutes et merci, à très bientôt tout le monde.